Je vais intervenir cet après-midi pour vous présenter l'Agence française pour la biodiversité et pas de la biodiversité. Je tiens à ce nom et peut-être, j'espère qu'après la présentation, vous verrez pourquoi j'y tiens. Et comme Hubert Reeves, malheureusement, est un peu souffrant, il m'a demandé de vous saluer d'ailleurs, on m'a demandé d'intervenir ce matin et de resituer un petit peu d'éléments sur la biodiversité avant de passer à l'agence proprement dit. Donc quelques diapositives pour illustrer ça. Alors, un petit rappel de chiffres que je ne vais pas commenter sur le fait que la biodiversité ne va pas très bien, que ce soit en Europe ou en France. Et donc, voilà, avec peut-être un mot sur le dernier, les indicateurs de la SNDD. La SNDD, c'est la Stratégie nationale de développement durable, dont le Commissariat général au développement durable a rendu les indicateurs il n'y a pas longtemps. De tous les items environnementaux, la biodiversité est le seul pour lequel tous les indicateurs sont au rouge, alors que dans les autres domaines, on a certes du rouge, mais aussi du orange, voire du vert, car des choses parfois s'améliorent. Si je veux vous dire, peut-être d'abord cette diapo, pour essayer de... Je ne vais pas vous faire un cours sur les pressions de la biodiversité, d'autant que ici dans la salle, il y a des gens qui connaissent ça bien mieux que moi, mais ce schéma, en même temps, il illustre quelque chose d'assez simple. La pression, elle n'est pas seulement dans les pôles ou dans les forêts tropicales, elle est aussi en métropole ou dans nos paysages quotidiens. Voilà. Et cette image, pour moi, elle illustre une chose, c'est que souvent, quand la biodiversité va mal, personne ne voulait lui faire du mal. Et c'est bien parce que les choix que nous faisons, les systèmes qui sont les nôtres, les process qui sont les nôtres, l'impact qu'elle va moins bien. Et ce schéma, encore une fois, illustre ça. On a voulu simplifier les paysages pour des raisons qui sont légitimes aussi, mais qui ont des conséquences. Rectifier, comme on disait quelquefois, les cours d'eau, avec quelques conséquences sur le vivant. Et on verra tout à l'heure que ces conséquences sur le vivant sont aussi des connaissances pour nous. Cette diapositive qu'Hubert Reeves vous aurait montrée, peut-être pour illustrer cette empreinte des humains sur la planète. Vous avez ici, vu de l'espace, toutes les lumières que l'on voit de là-haut. Alors évidemment, les lumières de nos villes, bien sûr en jaune. Il y a une seule lueur qui est naturelle, que j'imagine vous avez trouvée au nord, ce sont les aurores boréales. Le rouge, ce sont les torchères de nos puits de pétrole. Le violet, ce sont les feux de forêt. Et peut-être une colle sur la lumière verte, quelque part en Asie. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce dont il s'agit? C'est la pêche au lamparo, hein, qui est pratiquée là-bas, donc avec des lumières qui éclairent. Et ça illustre bien l'empreinte des humains sur la planète, et le fait que, encore une fois, sans forcément vouloir faire du mal à cette biosphère, on l'impacte, on lui fait subir des pressions. Et si je voulais vous faire ce rapide rappel sur l'état de la biodiversité, les pressions qu'elle subit, c'est pour en tirer un enseignement. Si la biodiversité va mal, on l'a vu dans les chiffres de la première diapo, alors nous n'allons pas très bien, et c'est peut-être ça l'exercice qu'il va falloir se rappeler. En tout cas, nous mettons en péril notre avenir, mais là aussi, les réserves de biosphère que vous êtes savent cela. La biodiversité, c'est nous. Nous en faisons partie, nous en dépendons. La biodiversité, c'est le tissu vivant de la planète. Et donc, nous sommes en interaction avec toutes ces composantes. Quand on agit sur une de ces composantes, nous agissons finalement sur nous-mêmes et nous influons ce qui peut nous arriver. Quelques diapositives pour illustrer ça et se rappeler en quoi la biodiversité, au quotidien, nous est indispensable, si je puis dire. Alors, dans une région comme celle-là, on peut commencer par ça. Quand on parle de biodiversité, tout ce qui ici se mange ou se boit est issu du vivant, est en relation avec le vivant. La biodiversité, c'est aussi ça. Et j'aime bien rappeler, souvent quand on fait des conférences sur la biodiversité, les gens viennent nous entendre parler de faune, de flore. Et évidemment, derrière, il y a de la faune et de la flore. Mais commencer par cette diapo est une manière un petit peu différente de rappeler les choses et de rappeler comment nous sommes en interdépendance avec cette biodiversité. Une autre petite histoire, alors un peu lointaine. Alors on est en Euromab, l'Australie n'est pas dans Euromab, mais c'est pas grave, c'était juste pour illustrer. On a mis des vaches en Australie, très utile évidemment, sauf qu'on n'avait pas prévu que les bousiers australiens, ils avaient l'habitude de manger les crottes de kangourous, mais pas les bousses de vache. Et donc ils avaient un petit problème d'encombrement, si je puis dire. On avait estimé que assurer le nettoyage de ces bousses coûterait un peu cher, et la solution a été trouvée avec l'introduction de bousiers européens. Une autre histoire pour illustrer notre interdépendance à la biodiversité avec ce viaduc de Millau, un petit peu plus au sud de cette région.
Pour rappeler que sans la biodiversité, ce viaduc n'existerait pas. Évidemment, il a fallu le savoir-faire des architectes, des ingénieurs et des ouvriers qui l'ont construit. Sauf que s'il y a 2,3 milliards d'années, les algues bleues, en produisant de l'oxygène, n'avaient pas oxydé le fer dissous dans l'eau, on n'aurait pas de minerai de fer. On a besoin de ce minerai de fer pour l'acier qu'il a fallu utiliser pour faire ce viaduc. Il a aussi fallu de l'énergie. Le charbon et le pétrole, qui sont encore nos principales sources d'énergie, sont issus de la décomposition des végétaux. Il y a 300 millions d'années pour le premier, 100 millions d'années pour le second. On est bien donc là aussi dans un produit, si je puis dire, de la biodiversité, celle du passé, certes, mais sur lequel nous puisons et sur lequel nous avons construit depuis toujours notre développement. Enfin, pour faire du béton, et évidemment il y a du béton sur ce viaduc, il faut des sédiments issus de coques calcaires, d'êtres microscopiques morts il y a 150 millions d'années. Voilà quelques diapositives pour illustrer comment, depuis toujours, Bernard Chevassiot, lui, qui a présidé le Muséum d'histoire naturelle, dit qu'on puise dans un coffre, mais on touche le fond de ce coffre, et c'est peut-être là qu'il faut qu'on commence à faire autrement, peut-être avec une gestion en bon père de famille. Finalement, peut-être que c'est pas plus compliqué que ça, encore faut-il se rappeler ça et être capable de le mettre en place. Une autre histoire pour illustrer cette fois les interdépendances. Alors j'imagine que des gens ici connaissent déjà ce schéma, mais peut-être pas tout le monde. On est donc sur le continent nord-américain et la loutre que vous avez ici, la loutre de mer, qui est une espèce protégée, se portait bien depuis toujours, depuis sa protection en fait, qui avait empêché sa chasse, notamment pour sa fourrure. Et puis on a constaté un jour qu'il y avait de moins en moins de loutres de mer. Et donc les scientifiques se sont un peu posé des questions. Pourquoi de moins en moins de loutres de mer? Ils ont constaté que les orques se nourrissaient de ces loutres et que c'était un comportement assez nouveau. Les orques, habituellement, préférant se nourrir des otaries que vous avez en bas à droite sur la photo, sauf que des otaries, il y en avait de moins en moins. Les orques se sont donc reportés sur ces loutres. Moins d'otaries, pourquoi? Parce que la surpêche, c'est là que les humains interviennent, fait que les stocks de poissons avaient diminué, que donc les otaries, les populations d'otaries baissaient elles aussi, et donc c'était reporté, sauf que le fait que les loutres diminuent, l'histoire ne s'arrête pas là, c'est que l'oursin que vous avez ici, qui est la proie des loutres, lui, a proliféré, en tout cas s'est multiplié, attaquant le kelt, qui est cette algue qui est au milieu de la photo. Et le kelt, c'était la nurserie et le lieu de refuge des petits poissons, ce qui vient que la reconstitution des stocks de poissons, même avec un arrêt de la pêche, en tout cas moins de pression de pêche, ne se reconstitue pas. Et on voit bien que, en touchant à un maillon de la chaîne, on a en fait bouleversé un petit peu l'ensemble du fonctionnement. Des humains sont concernés dans leur travail, dans leur activité économique, au final, par cette perturbation causée. Une autre histoire, cette fois chez nous, avec ce bourdon, on est dans le Val de Thion, c'est une histoire, enfin une étude déjà ancienne, puisque des années de mémoire 70 ou 80, dans le Val de Thion, grande culture de trèfle, on constate un jour une baisse des rendements. Et puis, après étude, on constate que le meilleur pollinisateur de ce trèfle est le bourdon, mais que les bourdons sont de moins en moins nombreux parce qu'on a arasé les haies et qu'en arasant les haies, on a retiré les gîtes hivernaux du bourdon, mais aussi les sources de nourriture au début de printemps, avant que les cultures ne se mettent à produire. Alors, pour tenter de résoudre ce problème, on s'est dit qu'on allait changer d'espèce de trèfle et prendre une espèce de trèfle plus productive, de façon à reconquérir les rendements précédents, sauf que ce trèfle plus productif, il avait une corolle de fleurs très longue, et que la trompe du bourdon n'était pas assez longue pour atteindre le nectar. Alors le bourdon, il s'est adapté et il a cisaillé la corolle de fleurs. Alors évidemment, le résultat pour la productivité du trèfle n'a pas été extra, ce n'était pas le but recherché, et en fait la solution est passée par le fait de replanter des haies. Donc là, encore une fois, deux histoires pour illustrer ce que Robert Barbeau appelait le tissu vivant de la planète, le fait que tout est maillé et que nous faisons partie de ces mailles, et que évidemment toucher à une maille, ça peut avoir des conséquences, encore une fois, pour des activités humaines. C'est bien encore une fois, qu'il faut essayer sans doute de se rappeler. On peut le dire autrement, nous nous nourrissons, nous nous habillons, chauffons, soignons, distrayons, mais aussi nous créons et nous rêvons biodiversité, encore faut-il s'en souvenir. Ayons donc ça toujours en tête, c'est, je crois, ici, en tout cas, avec les réserves MAP, beaucoup de gens sont convaincus. Encore faut-il en convaincre le plus grand nombre. La biodiversité est interaction. Ces interactions ont rendu la Terre vivable,
elles nous ont fourni depuis toujours de quoi construire nos sociétés et notre bien-être. Elle est, cette biodiversité, la garantie de notre avenir. Et Hubert Reeves vous aurait aussi probablement présenté cette diapositive. Les scientifiques disent souvent que nous sommes en train de vivre la 6e extinction. Il a mis ce Tarzan, cette Jane, sur cette 6e extinction, et il le dit comme ça, il dit « Nous sommes dans le collimateur ». Un certain nombre d'espèces vivantes peut-être s'en tireront, mais peut-être que nous n'en tirerons pas. Et je veux, à ce stade de l'exposé, vous citer Rachel Carson, qui, dans le début des années 60, a écrit un ouvrage célèbre, Le printemps silencieux, au sujet des pesticides et de la disparition des oiseaux, et elle écrivait « Nous détenons désormais un pouvoir fatal pour modifier et détruire la nature. Mais l'homme est une partie de la nature. Et sa guerre contre la nature est inévitablement une guerre contre lui-même. Nous sommes face au plus important défi de notre histoire. Nous devons prouver notre maturité, notre maîtrise, non de la planète, mais de nous-mêmes. » Enfin, c'est l'avantage avec Hubert, c'est qu'on ne termine jamais sur une note pessimiste. Il dit toujours qu'il faut dire les choses, qu'il faut faire ce constat. La biodiversité ne va pas bien, et donc c'est un problème pour nous. Mais il rappelle toujours que si nous sommes la cause de cette extinction, on peut, et qu'on peut en être la victime, on peut aussi en être la solution. Il utilise souvent cette formule qu'il emprunte à M. Monnet, un des pères de l'Europe. Il ne s'agit ni d'être optimiste, ni d'être pessimiste. Il s'agit d'être déterminé à agir. Déterminé, vous l'êtes, dans le réseau MAB. Nous le serons, j'espère, à l'Agence française pour la biodiversité, que je vais donc vous présenter maintenant dans la deuxième partie de cette intervention.